Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de débrief d'actualité plus ou moins ponctuelle, plus ou moins régulière. On a envie de refaire un petit point pour parler de pas mal de sujets autour du comics et de la bande dessinée. Aujourd'hui, on va revenir notamment à la suite d'un précédent podcast que nous avions fait avec Sullivan Rouault sur la question du combien ça coûte de faire du comics en France. On va revenir sur ces questions, puis on va aussi débriefer l'actualité récente dans le monde de la BD en France, et dans le monde d'ailleurs, parce que vous êtes très certainement au courant qu'il y a une certaine crise en cours, et on va voir un petit peu comment envisager, comment appréhender la bande dessinée en France en 2022. Et pour faire cela, bien entendu, je ne serai pas tout seul, sinon ce ne serait pas très rigolo à écouter. Il y a Xavier Gilbert avec nous, rédacteur en chef du site Du Neuf, l'autre bande dessinée, qui était déjà venu plusieurs fois pour nous parler des coulisses de la sélection du FIBD, mais aussi de l'état des lieux du comics en France. Donc c'est la 3e fois que tu viens cette année. On peut commencer à dire que tu es un invité régulier maintenant. Xavier, salut. Salut. Oui, je commence à prendre mes places. Là, je suis très perturbé. Je suis pas sur le canapé habituel. On a changé entre-temps, effectivement. Il se passe des choses dans le studio, de First Print. Et voilà, les canapés sont régulièrement déplacés et changés. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Ça va, la fin d'année un peu sport, mais oui, parce que tu as dû relire quantité de bandes dessinées justement pour que le FIBD puisse annoncer la sélection officielle. Donc ça t'a fait combien d'ouvrages à bouquiner en combien de temps ? Rappelle-nous les chiffres. Cette année, j'ai reçu un peu plus de 700 livres, entre avril et fin octobre, et puis j'ai dû en lire 550, quelque chose comme ça. Donc c'est assez intense, notamment sur la fin, avec à peu près 250 bouquins reçus en 50 jours. Ce qui fait beaucoup, oui, effectivement. Ça fait vraiment beaucoup de lecture à faire. Après, c'est passionnant. Je considère pas que je sois à plaindre. Ça fait découvrir plein de choses. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu un surplus. On sent qu'il y a une sorte de contre-coup de ce qui s'est passé l'année dernière, avec tous les reports qui ont été liés avec les différents confinements. Donc c'est vrai que c'est une année qui est super riche à niveau éditorial et ça s'est vraiment ressenti. Je t'avais notamment vu faire des réflexions en fait parce que tu es quand même assez actif sur les réseaux sociaux, notamment pour livrer des points de vue sur ce que tu fais d'un point de vue professionnel, sur le fait que tu avais cette année, notamment pour tous les prix, en fait des sélections ou même des lauréats qui n'étaient pas du tout les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une BD, un album qui fait consensus. C'est quelque chose qui est rare au final dans le milieu. Alors, moi, à un moment, je me posais la question justement de savoir si ce type de consensus était normal. Et puis, j'avais essayé de regarder des prix qui annoncent des listes de nommés avant d'annoncer le résultat. Et j'ai essayé de remonter suffisamment loin. Donc, j'en ai identifié 7 qui étaient assez réguliers. Donc, il y a le prix RTL de la bande dessinée, le prix de l'Association des critiques de bande dessinée, Angoulême, le TNIC, alors c'est France Inter Fnac, je crois maintenant, ouais. Le prix des libraires BD, le Landerneau et Quai des Bulles. Okay. Qui à chaque fois donnent des sélections qui sont assez conséquentes. C'est une dizaine de livres. Il y en a 9 pour RTL, mais sinon on est autour de la dizaine de livres. Qui sont tous les ans et qui remontent à, je crois que c'est 2012, quelque chose comme ça. Donc j'ai un petit peu de recul. Et en fait, en regardant tous les titres comme ça, régulièrement chaque année, il y a un certain nombre de titres qui sont nommés dans au moins 4 des 7 sélections. Cette année, il n'y en a que 2, alors que d'habitude, on est plutôt à 8 ou 9. Donc, il y a vraiment une dispersion assez forte. Et pour l'instant, pour les prix qui ont été décernés, puisque chacun est étagé, il n'y a pas eu un seul titre qui a raflé, qui a eu deux prix. Alors que, par exemple, l'année dernière, il y avait Podum qui avait eu 5 ou 6 prix sur les 7. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait le premier tome de Il faut flinguer Ramirez qui avait été nommé dans cette sélection. C'était la première fois que j'avais un titre qui faisait le grand chelem. Cette année, on n'a pas du tout ce type de consensus et moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Alors pourquoi ? Parce que c'est quoi ton analyse là-dessus ? Ça veut dire que les comités sont tous très éclectiques dans leur goût. Ça veut dire que la production elle-même est du coup devenue qu'elle est bonne en fait, qu'il y a tellement de titres de qualité que ça permet vraiment d'avoir des titres différents dans chaque sélection. Alors par rapport à la production, c'est difficile de dire. Moi, je pense que de toute façon, il y a toujours beaucoup de choses. Et après, il y a la fameuse loi de Sturgeon qui dit que de toute façon, 95%
d'un sujet, c'est de la merde. Donc, sachant que ce qui est intéressant, c'est que c'est 5% qui sont de qualité, mais ils sont subjectifs, c'est pas les mêmes pour toi, c'est pas les mêmes pour moi, c'est pas les mêmes pour les autres. Et moi, je trouve que c'est très intéressant justement d'avoir des désaccords pour discuter, pour échanger, parfois changer d'avis aussi, et pouvoir découvrir des choses vers lesquelles tu ne te serais pas tourné. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bénéfique d'avoir des prix qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Parce que justement, ça fait valoir des regards différents sur la bande dessinée, ça permet de récompenser aussi des gens différents, et ça enlève ce côté extrêmement négatif, je trouve, pour la bande dessinée, de ce que il y a souvent un auteur ou une bande dessinée qui est portée au pinacle et qui laisse sous-entendre que tout le reste ne vaut rien. J'ai toujours détesté le discours qui mettait Hergé au sommet en disant voilà, il y a Hergé et tout est dans Hergé et Hergé a tout fait ce qu'il y a dans la bande dessinée. Je pense que tous les gens qui vénèrent comme ça Hergé, c'est parce qu'on s'est penché sur Hergé avec une certaine qualité de regard, et que si on se portait sur l'œuvre de Goscinny, sur tout un tas d'autres œuvres avec la même acuité de regard, la même qualité d'analyse, on pourrait trouver le même genre de qualité aussi de production. Et voilà, donc je trouve que la bande dessinée a très longtemps souffert de ce fait qu'il y avait un auteur, Hergé en particulier, qui était bon et tous les autres ne valaient rien, et qu'au contraire on a besoin d'avoir cette diversité, de faire valoir des bandes dessinées qui sont différentes, riches, et qui plaisent à certains et qui plaisent pas à d'autres, mais c'est pas grave. D'accord. Et justement, par rapport à cette diversité, personnellement, vraiment à titre personnel, j'étais assez content de voir quand même que dans la sélection officielle, donc dont tu fais partie, il y avait de nouveau pas mal de comics qui ont réussi à s'immiscer. Alors, une première précision d'abord quand même, c'est que toi tu fais partie d'un comité de sélection. Je me rappelle plus si on l'avait dit dans l'explication du podcast en début d'année sur les coulisses de la sélection officielle, mais donc il y a bien plusieurs comités de sélection qui nomment chacune des catégories en fait. Oui, il y a 3 comités. Alors il y a un comité jeunesse qui s'occupe de la partie jeunesse. Alors il y a deux sections jeunesse de mémoire. Alors c'est jeunesse et ado. Je sais ça, plus où ça trouve, c'est 8-10 et 10 8-10 et 12-16, un truc comme ça. Des choses comme ça. Donc ça, c'est un jury spécifique. Enfin, un comité spécifique, et ensuite il y a 2 comités qui s'occupent de la sélection officielle. Donc un comité série qui a été créé spécialement pour justement traiter des séries et décharger le comité principal d'une partie des lectures, parce que ça représentait vraiment, comme j'ai dit, beaucoup de livres. Et donc le comité principal, ou je sais pas, c'est comment on s'appelle, c'est le comité général auquel j'appartiens, qui va faire les sélections. Donc la partie de la sélection officielle qui n'est pas couverte par le comité série, la sélection patrimoine, la sélection potelard et le nouvel Écofauve Raja qui a été annoncé cette année. D'accord. Et du côté, alors à chaque fois, toi, t'as participé, enfin, je sais qu'il faut garder certains choix en off, mais de ton côté, le comics, c'est toi, t'as participé par exemple à mettre, je sais pas, Reckless ou Goodnight Paradise dans la section polar, à mettre donc le Skyforce, le Sky Master of the Space Force dans la sélection patrimoine. Tu t'es impliqué un peu là-dedans pour qu'il y ait cette représentation? Alors moi, j'ai pas de militantisme par rapport à un genre ou un autre. J'ai conscience que le format annuel du festival fait que les séries feuilletonnantes peuvent avoir du mal logiquement à se retrouver représentées. Je trouve que dans les modalités qu'on a, on a du mal à donner une bonne place justement à certains genres comme le manga ou le comics, parce que voilà, ça correspond pas aux cases. Après, voilà, on a un festival qui évolue au fur et à mesure, qui au départ était parti d'une tradition franco-belge, qui s'adapte. On essaie de faire au mieux. Je trouve que la sélection est relativement éclectique. Moi, mon principe quand j'aborde cette sélection, c'est d'essayer de mettre les bandes dessinées qui me font plaisir, qui me plaisent. Et pour celles que tu as citées, oui, il y a eu un vrai plaisir à découvrir ce qu'il y a. Après, est-ce que j'ai milité pour ça? Faut savoir qu'on est un comité, on vote pas. C'est un consensus. Donc tous les livres qui sont dedans, on a accepté qu'ils y soient. Et on a accepté que certains qu'on aurait bien aimé y mettre n'y soient pas. Donc, on est 7 dans le comité. C'est-à-dire que les 7 doivent dire OK pour un, en fait. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, il n'y figure pas.
On négocie, on discute. La dernière séance de négociation, de discussion pour finaliser, elle a commencé à finaliser les sélections. Elle a commencé à 14h et s'est terminée à 19h. Oh, je pensais que tu allais être un peu plus genre c'était la à dernière, 3h du mat. Non, c'était la dernière et on avait et on est parti sur une liste d'une, je sais plus, on avait encore 70 ou une centaine de titres peut-être. Plutôt 70. C'est vrai qu'il faut débriefer sur. Il faut couper deux et sachant qu'on avait lu tous ces livres, tous. Parce que le but est justement de s'organiser pour pouvoir discuter des livres en les ayant lus. Ce qui semble normal. Et pour nous, c'est important, ce qui fait qu'on avait une réunion un mois auparavant dans laquelle on validait ce qu'on avait et on identifiait quels étaient les livres qu'il fallait absolument lire pour ceux qui ne les avaient pas encore lus pour qu'au moment de la délibération finale, on puisse en discuter. Et donc, cette discussion, elle est faite en connaissance de cause avec toute la mauvaise foi qui peut ressortir lors de ce genre de discussion. Ça reste des moments qui sont assez extrêmement sympas, voilà, avec des gens qui ont des regards très différents, avec des backgrounds très différents. Donc tu parlais du Wallace Wood, il y a Jean-Pierre Mercier qui a longtemps été conseiller scientifique de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, qui a une grosse culture de classique, notamment du comics et de tout le domaine américain. Donc voilà, il y avait des personnes qui étaient aussi là-dessus, des personnes qui connaissaient pas du tout et qui ont découvert. Tous les livres, je peux dire, voilà, tous les livres qui sont dans la sélection aujourd'hui ont fait l'objet de... Tout le monde était d'accord pour les mettre. Ok, très bien. Bon, passé cette introduction, rentrons dans le vif du premier sujet. Donc, c'était vraiment en rapport avec un précédent podcast, toujours disponible d'ailleurs sur First Print, donc sur le prix de fabrication du comics. Et il y avait notamment, donc c'était enregistré avec Sullivan Rouault, et il y avait un point en particulier sur lequel tu étais a priori en désaccord, c'est sur sa position sur la loi Lang, qui aurait créé un monstre dans le secteur de l'édition. Alors c'est vrai que à l'avenir, il faudra peut-être que je vous réunisse tous les deux pour vous inviter à vous battre à l'oral, mais voilà, les emplois du temps font qu'aujourd'hui on est de nouveau tous les deux. Mais qu'est-ce que tu voulais redéfinir là-dessus par rapport à ton désaccord ? Alors, de dire que la loi Lang a créé un monstre, en fait, moi, je m'étais posé la question aussi sur la loi Lang parce que... Est-ce qu'on peut définir la loi Lang ? Alors, la loi Lang, c'est une loi qui oblige les éditeurs à indiquer le prix auquel doit être vendu un ouvrage, et ce prix est bloqué et pendant 2 ans, il me semble, et est appliqué dans toutes les enseignes qui veulent vendre ce livre, en dehors des 5% qui sont autorisés pour les cartes de fidélité. Donc que vous achetiez votre Astérix, pour prendre un exemple bateau, en supermarché, à la FNAC, chez votre libraire de quartier, dans un relais H ou sur Internet, il sera toujours au même prix, moyennant les éventuels 5% de réduction. La loi Lang a été instaurée en quelle année ? 81. Je crois. 80, d'accord. Je crois. Dans les années 80, c'est quelque chose qui est assez loin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un dispositif qui est spécifique à la France. Il y a énormément de pays qui l'ont mis en place. Et il y a des pays qui envisagent, alors je crois que la Belgique envisageait de le mettre en place. Je sais pas si ça a été mis en place ou pas, mais énormément de pays qui considèrent comment fonctionne l'existence du secteur culturel envisagent beaucoup de mettre en place cette loi Lang. En fait, pour moi, c'est quelque chose de très bénéfique pour essayer de comprendre pourquoi elle a été aussi importante. Parce qu'il faut dire que moi, je me suis retrouvé à participer à des tables rondes, à des choses comme ça, à fréquenter des gens du milieu du livre. Et beaucoup disaient « Ah, heureusement qu'il y a la loi Lang, heureusement qu'il y a la loi Lang ». Et sur plein de choses. Et moi, j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que le prix unique était aussi important sur la bibliodiversité. Tu vois. Mais parce que toi, t'as vécu vraiment, non, t'as pas forcément vécu de façon consciente comment c'était avant la loi Lang, alors... Non. Non, je suis vénérable, mais pas aussi vénérable que ça. Non, c'est pour ça de bien comprendre c'était quoi la différence. Alors, moi, je l'ai vraiment pas connu. Alors, justement, pour voir quelle est la différence, je me suis intéressé à ce qui s'est passé en Angleterre. Parce qu'en fait, l'Angleterre avait un système de prix unique qu'ils ont lâché au début des années 90, il me semble. J'avais fait un article dessus sur du neuf, si vous cherchez, il est dessus, puisque je voulais vraiment comprendre. Et en fait, en regardant ce qui s'était passé en Angleterre, tu commences à comprendre quels sont les mécanismes qui sont régulés par la loi Lang. En fait, ce qui se passe, c'est que avec la loi Lang, tu enlèves une capacité de nuire aux grandes centrales d'achat. Si tu n'as pas la loi Lang, tu as la même chose qui se passe sur l'achat des carottes ou des tomates, c'est-à-dire que tu as des grandes centrales
qui font pression sur les fournisseurs en disant on va t'en vendre beaucoup, baisse le prix, baisse le prix, baisse le prix. Eux s'en mettent plein les fouilles et les producteurs finissent par mordre la poussière. Et ce qui se passerait s'il n'y avait pas Lola Lang, c'est qu'un Astérix qui est vendu partout, qui fait que tout le monde finalement va gagner de l'argent sur cet Astérix. Hors Lola Lang, tu vas avoir les supermarchés alimentaires qui voient ça comme étant un produit d'appel, qui vont casser le prix, qui vont négocier avec Albert René là-dessus, qui vont faire que tout le monde ira l'acheter là-bas. Donc ça fait disparaître une partie du socle de fonctionnement des libraires. Ça met une pression sur l'éditeur, et celles qui gagnent dans ce cas-là sont les gros revendeurs. Et au final, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça tue des libraires, puisque tu leur enlèves finalement une partie des choses qui font de la rotation. Il faut savoir qu'en étant libraire, tu vis sur 2 trucs. Tu vis sur les nouveautés qui tournent vite, donc la rotation, et sur ton fonds, où tu as beaucoup de capital immobilisé pour 2-3 trucs qui sortent de temps en temps, mais qui font la justification que tu sois là. C'est-à-dire, si quelqu'un vient pour avoir un truc qui est sorti il y a 3 ans, si tu l'as, il est super content et toi, tu es content aussi. Mais ce truc-là, ça veut dire que peut-être pendant 3 ans, tu l'as gardé en stock, c'est de l'argent qui est immobilisé. Voilà. Le but, c'est d'essayer d'avoir une rotation qui est suffisante. Et ce qui est intéressant et qui permet finalement d'avoir un socle de fonctionnement régulier sont ces nouveautés, genre les Astérix, qui finalement font du chiffre. Ça se vend facilement. En permanence, et c'est un truc qui est assuré. Voilà. Et là, la loi Lang permet de rééquilibrer les choses entre le poids super important de ces grandes centrales d'achat qui pourraient faire peser la balance en leur faveur et les libraires. Et en favorisant en ayant ça, tu équilibres les libraires continuent de vivre, et il faut savoir que derrière sont les libraires qui sont aussi les garants de la bibliodiversité. Parce que si tu n'as pas de libraire indépendant, tu as les 3/4 des bouquins qui n'existent pas. Il faut bien voir que quand tu es en grande surface, en grande surface alimentaire, tu as très peu de références qui sont là. Je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois qu'on était là pour parler du marché, mais les bouquins que vous trouvez en grande surface, c'est pas parce qu'ils sont en grande surface qu'ils sont des succès, c'est qu'ils ont été des succès et que les grandes surfaces les prennent parce qu'elles savent que c'est rentable. Il n'y a absolument aucune sentimentalité à l'égard du livre. Ils ne vendent pas du livre parce que la culture c'est bien, ils vendent du livre parce que ça fait du chiffre. Ça fait du chiffre. Et c'est pour ça que quand Walking Dead a commencé à exploser, pour parler de comics, on l'a retrouvé en supermarché. Et ça a aidé. Après, c'est un levier multiplicateur, mais il a fallu d'abord que Walking Dead soit un succès avant que ça termine en supermarché. Être en supermarché, c'est la conséquence de votre succès, c'est pas le facteur. D'accord. C'est un truc super important à garder en tête là-dessus. Qu'on pourrait peut-être mettre quand même en contradiction cette année avec le succès des albums Batman Fortnite, qui ont été immédiatement en fait et très clairement aussi commercialisés en grande surface parce qu'ils savaient qu'il y avait un vrai produit d'appel avec les codes pour ce jeu vidéo. Donc qui là par contre était à destination des gamins qui accompagnent leurs parents au supermarché, j'imagine. Oui, sauf que là c'est plus Fortnite qui est déjà un succès, qui permet d'accéder plutôt que d'être un comics. Donc t'as aussi cet aspect-là. Après il y a toute la question de ces collections, on en avait déjà parlé, les collections à prix cassé qui se retrouvent à 3 euros en supermarché, qui sont du produit d'appel et qui correspondent là pour le coup à une autre approche. C'est d'une part le produit d'appel, c'est-à-dire les gens viennent, l'achètent et achètent d'autres choses à côté. Et puis simplement la question du volume. Comme c'est pas cher, on en vend beaucoup et on fait de la marge dessus. Oui, parce qu'on voit déjà dans les classements de cette année que de toute façon, les plus gros... De toute façon, ça rejoint l'analyse que tu avais faite avec le panorama de la BD pour cette année. C'est-à-dire qu'une fois de plus, en 2021, il y a un très gros, on va dire, une très grosse part du graphe de l'ère de volume de vente qui sera occupé par les collections à petit prix, surtout que tu en as 3 quand même, enfin même 4 si tu prends les comics Star Wars aussi, mais donc tu as 2 collections Carrefour, Marvel et Star Wars, et donc tu as l'opération printemps et été de Panini et Urban Comics, quoi. Donc en termes de volume et de chiffre d'affaires, alors je dirais pas que ça va aller jusqu'à faire genre un tiers du total des volumes ou du chiffre d'affaires. Il faudrait le calculer avant de pouvoir l'affirmer. Je suis pas sûr qu'on soit pas loin du quart presque ou d'un cinquième, mais c'est quand même quelque chose d'hyper important.
et qui mobilise aussi beaucoup de personnes. Alors donc parfois jusqu'à quand tu vois que notamment les Carrefour, ça part dans l'ordre des 60 000 exemplaires. Et pourtant, après, sur des titres indés, au bout de 3 mois d'exploitation, tu peines à atteindre les 1500 ou les 2000 exemplaires. Donc ce sera toujours cette question qui va revenir en boucle, c'est est-ce que ça fait du bien ou pas d'avoir ces trucs à prix cassé. Écoute, là, ce matin, avant de venir, j'ai regardé les chiffres sur 2010-2020. Et en fait, en 2020, en volume, tu as plus d'un tiers des ventes de comics qui sont faits en dessous de 7 euros. C'est 36% de mémoire. Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai regardé l'année 2012, qui est l'année donc, où arrive Urban, donc je dirais l'année où le marché commence à être établi. Avant, donc ça fait un bon point de comparaison. Et en gros, si tu retires ces titres-là, en fait, en termes de volume, on n'a pas bougé derrière. Ça reste, ou à Peanuts, il y a une légère croissance, mais le gros de l'augmentation, c'est une augmentation supplémentaire. Alors on peut dire c'est chouette, ça rajoute, mais ça pose des questions justement sur la capacité à recruter des nouveaux consommateurs, parce que si ces éléments-là, puisque c'est pas la première année, 2020 c'était la deuxième ou troisième année où on avait ce genre d'opération, si ça se traduit pas par une augmentation des ventes à prix plein, ça veut dire qu'on a peut-être recruté des gens, mais qui sont des gens qui n'achètent que de la bande dessinée quand elle est bradée. Et donc, ça ne contribue pas de manière positive à l'ensemble de l'industrie du comics, parce que faut bien se dire que sur ces produits-là, ce sont des produits qui sont amortis, qui sont faits sur lesquels il y a peu de marge, et sur lesquels, même si financièrement ça peut être intéressant, c'est pas non plus le truc qui va vraiment permettre de nourrir complètement une vraie création. La vraie création, elle a un coût. Voilà. Alors, j'ai souvent dit que pendant très longtemps, on nous a fait croire que c'était le papier qui coûtait cher dans le livre. En fait, c'est la création qui coûte cher. Cette année, on est en train d'être contredit, on va en parler puisque après. justement, on se rend compte que le papier peut aussi coûter cher. Mais c'est vrai que là, moi, je continue à ne pas être convaincu par ces opérations-là. On en avait parlé, pour moi c'est le grand écart qu'il y a entre le prix cassé et le full price, le prix plein, qui fait que c'est très difficile d'imaginer une conversion. Il faut vraiment quelqu'un qui soit vraiment passionné pour qu'il puisse convertir. Et je pense qu'on a plus des achats d'opportunités, éventuellement de substitution, mais pas de véritable recrutement. D'accord. Et pourtant, les éditeurs vont continuer à le faire parce en tout cas, ça a déjà été soit annoncé en filigrane, notamment par Panini, ou parce qu'il y a des trucs qui fuitent via les listings des revendeurs, mais grosso modo, elles reviennent aussi l'année prochaine. Et donc, il n'y a pas forcément, et j'imagine que les éditeurs sont quand même conscients de ce constat parce qu'ils ont accès à leurs propres chiffres, donc ils se disent bien, OK, on a vendu 12 000 été, printemps, machin, mais par contre sur le reste de nos collections à prix plein, en fait on n'a pas d'augmentation, donc pourquoi continuer? Est-ce que parce que c'est pas de l'obstination à se dire il y a un moment ça va finir par passer, à un moment ils vont vraiment se convertir parce qu'à force de prendre des comics chaque année ils vont finir par avoir le virus? Je pense qu'une fois que tu l'as fait, c'est difficile de plus le refaire. Ouais. Puisque c'est quand même rentable, même si c'est pas super rentable, mais tu dis voilà, c'est un truc, t'as tes contacts en face qui te disent vous le refaites parce que c'est chouette, donc tu te dis il y a un intérêt, tu refais, ça marche, mine de rien, ça représente une quantité de volume qui est intéressante, tu te retrouves en haut des charts, enfin il y a plein de choses qui sont positives vis-à-vis de ça, mais au point que la question du recrutement, elle devient secondaire peut-être à un moment. Donc moi, voilà, c'est difficile de passer à côté, surtout quand tu es sur un secteur comme le comics où tu te dis, voilà, c'est pas forcément toujours facile de vendre du comics en France. Là, tu as un truc qui te permet d'en vendre des brouettes à chaque année, avec des produits qui sont bien, tout le monde est content. Pourquoi est-ce qu'on arrête? Effectivement. Bon, je sais pas, presque une impression un peu de se tirer une balle dans le pied à force si ça ne recrute, si finalement le recrutement n'est pas ça. Mais justement, tu mentionnais le grand écart entre le prix plein et les prix cassés. Et justement, pour revenir un peu sur cette question de loi Lang, est-ce que justement le fait d'avoir cette loi Lang n'empêche pas d'avoir justement cet entre-deux qui permettrait peut-être, s'il y avait justement des opérations, mais à l'inverse des supermarchés, si c'était les libraires spécialisés qui pouvaient un petit peu, on va dire, négocier une remise un peu plus importante que les autres, ça pourrait bénéficier à aller chez eux et à soutenir cet effort et justement cette diversité qui existe dans la bande dessinée?
Alors, ça pourrait. Le problème, c'est que c'est le genre de chose qui peut te tirer une balle dans le pied assez rapidement. Je vais donner un exemple tout bête sur quelque chose qui a rien à voir, qui est la question de la gratuité des frais de port sur Amazon, dans lequel tout le monde a dit ouh, Amazon c'est mal, on va mettre une loi comme quoi c'est interdit. Amazon a dit très bien, je vais vous le facturer 1 centime, parce qu'on s'en fout. On se gave de toute façon avec ça. Et résultat, sont toutes les autres boutiques en ligne, les boutiques d'éditeurs, etc., qui se sont retrouvées dans la merde parce qu'eux aussi proposaient la gratuité comme étant un alignement produit d'appel, sauf que maintenant qu'ils n'ont plus la possibilité d'être gratuits et qu'ils ne pouvaient pas s'aligner sur Amazon, brusquement, ça fait exploser le truc. C'est-à-dire que pour essayer de mettre des bâtons dans les roues à Amazon, ben on a mis des bâtons dans les roues à tout le monde et Amazon a dit « Ah, j'ai pas de problème avec ». Voilà. Donc c'est le genre de choses qui peut très rapidement devenir une fausse bonne idée parce que tu peux avoir un gros qui va décider de dire ah ben moi aussi je suis une librairie, moi aussi j'ai appliqué ça. Donc après moi je suis très je continue d'être toujours dubitatif sur l'effet des prix par rapport au bouquin. Bon, on va revenir, j'ai radoté et mon grand âge me permet de le faire, mais je reviens toujours sur le manga où en fait on se rend compte que oui, le niveau de prix est plus bas, mais les fans de manga ils dépensent beaucoup plus d'argent sur le manga et que c'est pas parce que le prix est plus bas, mais parce qu'ils sont beaucoup plus impliqués, ils ont beaucoup plus envie, ils ont beaucoup plus de sorties, ils ont une offre qui leur correspond plus. On l'a vu avec le Pass Culture. On a eu les chiffres qui sont parus dans Livre Hebdo. Même si j'ai des comment dire, j'ai des réserves sur la méthodologie, la manière de faire des classements dans lequel on cumule tous les tomes d'une série pour dire voilà, c'est une franchise et puis au milieu, on a le code civil qui se trouve là. Voilà, ce qui est très marquant, c'est de voir combien il y a une dispersion, puisqu'en fait, ils ont donné les 22 références les plus demandées. Ouais. Et en fait, la 22e, tu as 5000 demandes sur quelque chose qui est une série. Donc, ça veut dire que sur tous les autres, c'est que dalle, quoi. Et ce qui en ressort, c'est que le manga est aujourd'hui ces séries, ces best-sellers manga sont aujourd'hui le sorte de socle commun populaire qu'il peut y avoir. Mais voilà, on voit sur le pass culture, les gens ils sont allés vers le manga parce que c'est ça qui les faisait kiffer. Mais justement, ce que tu dis, qu'effectivement, tu as été dubitatif sur cette question, et je sais plus si on l'avait redit dans le précédent podcast, mais d'un point de vue vraiment de consommateur, de lecteur et enfin on va dire d'acheteur aussi, forcément que tu te sens plus gagnant à te dire je vais me prendre 3 tomes à 7 € chacun, et certes ça va me coûter 21 € et puis je vais reprendre 3 tomes le mois d'après, et donc à la fin de l'année effectivement pour avoir les TT de 30 tomes tu seras à plus de 300 € d'achat, alors que techniquement pour du comics, même sur une série je sais pas de 4-5 tomes ça te coûterait beaucoup moins cher pour avoir une série complète, mais dans l'instant présent la personne se pensera toujours plus gagnant d'avoir 3 tomes à 7 € plutôt qu'un album à 18. Et ça, on peut pas le nier non plus. Et quand bien même, parce que genre, je sais pas, genre Reckless, tu vois, Reckless c'est trop bien, c'est une série sur laquelle peut y avoir un attrait. Tu peux pas nier que la personne sera peut-être plus encline à acheter 3 tomes de Naruto plutôt qu'un Reckless. Ou un album de Batman, quitte à prendre quelque chose de très populaire que tout le monde connaît, parce qu'effectivement, Reckless, si tu connais pas un peu le polar et Brubaker Phillips, c'est peut-être plus difficile de t'y amener. Alors, ce qui m'amuse là, c'est et c'est pas du tout une attaque à ton encontre. Hein, si, tu peux m'attaquer. Tout le monde le fait dans ce podcast, de toute façon. Non, je trouve ça super intéressant de voir qu'on est en train de parler de culturel et que quand on parle de prix, brusquement, c'est comme si on parlait de tomates ou de yaourt. C'est-à-dire que le contenu, l'intérêt du contenu, la raison pour laquelle on choisit d'acheter tel ou tel bouquin disparaît complètement. On est juste dans un côté très comptable et on présente les acheteurs uniquement dans une sorte d'optimisation, comme si tu fais tes courses pour essayer de voir si tu peux acheter ou pas. Tu vois, est-ce que si je prends si au lieu de prendre les yaourts Danone, je vais prendre des yaourts marque distributeur, comme ça j'économise 3 trucs et puis tu j'ai un coupon machin chose. Quand tu es dans une librairie, t'es pas comme ça. Mais j'ai l'impression que même du côté du point de vue des lecteurs, c'est comme ça que ça résonne pas. En tout cas, dans les discussions publiques que tu peux voir. Alors peut-être que justement on prend alors un point de vue qui est pas celui qu'on devrait avoir en parlant de produits culturels.
Mais au final, ça reste. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, mais ça reste aussi des produits de consommation. En fait, le truc qu'il y a, c'est que je pense on est toujours sur cette question de valeur perçue. C'est-à-dire, un livre n'est pas trop cher, il est trop cher pour ce qu'il est, etc. Voilà, si tu as un manga à 7 euros pour une fabrication, voilà, il a peut-être son prix par rapport au marché, c'est le prix auquel tout le monde estime que c'est le bon prix. Un manga édité chez Cornelius ou chez Atrabile avec dos cartonné, truc patrimonial, appareil critique et tout, ou le Lone Wolf and Cub qui vient de sortir. Ouais. Qui est à 32 euros pour le coup, qui est voilà, une belle édition. En plus, qui est une belle édition. Là, les gens, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est bien? Chacun, j'ai vu des gens qui disaient « Ah, c'est trop cher pour moi ». Le bouquin est énorme, il y a une bonne fabrication. Peut-être que ça. C'est peut-être pas trop. La question, c'est cette perception-là. Voilà. Après, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est sur un rapport souvent passionnel par rapport à la bande dessinée, du moins dans le genre qui s'exprime, il y a par rapport à ça c'est difficile de reconnaître qu'on va pas l'acheter parce que finalement le bouquin nous intéresse pas autant que ça à ce prix. C'est beaucoup plus facile de se rassurer en disant ah non mais c'est trop cher ou bien ah ben non il y a pas assez de pages. Je sais pas, c'est assez amusant. C'est les seuls moments où on fait le calcul de coût par page ou de combien de pages on a pour 1 euro. Ouais. C'est pour des bouquins qu'on n'achète pas. Jamais tu verras quelqu'un dire ah j'ai acheté tel bouquin, il était vachement bien, j'en avais c'était 100 pages pour 1 euro, c'était quand même top. Non, c'est uniquement sur les bouquins que tu n'achètes pas. En fait, je trouve que c'est... Je me pose la question de savoir dans quelle mesure c'est pas une sorte de justification un peu bricolée après pour pas se retrouver face à quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'on peut dire par ailleurs, qui est ouais, j'aime beaucoup la BD c'est super, etc. Voilà, moi je vais le dire, j'ai la chance de bien gagner ma vie, mais je n'ai jamais, il y a des tas de trucs sur lesquels je vais regarder le prix, mais le prix d'un bouquin, c'est pas le genre de truc auquel je fais attention. Ouais. Sauf pour des bouquins qui vont être à des prix vraiment très particuliers. Mais les tirages de tête à 200 balles et tout ça. Voilà, quoi, mais, pour un bouquin qui est. Mais acheter un bouquin, je rentre dans une librairie, je prends les bouquins j'en ai envie, je les prends. Je trouve que payer 10 balles pour une place de cinéma, c'est cher. Je trouve que payer 70 balles pour un jeu vidéo neuf, je trouve ça super cher. Parce que ça fait pas partie de ma culture, voilà. Par contre, aller acheter un bouquin et payer un bouquin, le Lone Wolf and Cub à 32 balles, moi, ça me pose pas de problème. Je vais même pas réfléchir, je vais le prendre parce que j'ai envie d'avoir le bouquin et voilà. Mais parce qu'il y a du coup vraiment alors cet angle d'intérêt, parce que toi t'es intéressé par la proposition, alors que dans le comics, effectivement, on peut dire que ceux qui se plaignent et a plus ou moins raison en fait du fait d'avoir des albums trop chers quand tu veux essayer de suivre un univers partagé notamment, c'est qu'en fait toutes les choses ne t'intéressent pas forcément, donc en plus techniquement t'as pas forcément les moyens de tout mettre dedans, mais parce qu'à côté t'as quand même cette mécanistique en fait d'univers partagé qui t'oblige un petit peu à tout suivre, et du coup t'as peur de passer à côté de quelque chose. Alors ça, oui. Après, il y a deux choses qui sont intéressantes. Bon, je vais me répéter à nouveau. C'est que quand on regarde les études sur le lectorat, on se rend compte que ceux qui se plaignent du prix sont les lecteurs, sont ceux qui achètent. C'est-à-dire que les non-lecteurs, c'est l'intérêt qui pose un problème. C'est-à-dire, s'ils n'achètent pas, c'est parce que ça les intéresse pas. C'est pas parce que c'est trop cher. C'est c'est toujours un facteur qui arrive en 3e ou 4e position et très loin derrière c'est pour les enfants, ça m'intéresse pas. À chaque fois. C'est quelque chose qui est une constante. Il y avait l'étude de 2011, l'étude de l'année dernière du CNL. Et quand je regarde toutes les études que j'ai pu avoir, cette considération de c'est trop cher, elle n'est présente que pour ceux qui achètent. Mais ce qui est normal, parce que eux sont intéressés, ont envie d'en lire plus, parce qu'ils ont l'intérêt. Et c'est là que brusquement, ils se heurtent au mur du budget qui n'est pas suffisant. Et ce, d'autant plus qu'on est quand même sur une lecture qui reste très jeune et qui est donc soit sur des adolescents qui font partie des catégories qui sont les plus sollicitées par la publicité, par tout un tas de choses, et qui sont eux à qui on essaie de vendre du jeu vidéo, de la musique, des sorties, des nouvelles chaussures, des trucs, et des nouveaux iPhones, et
de la bande dessinée. Et donc, effectivement, ton budget, il explose. Une partie des choses qui peut expliquer l'énorme boom du manga ces dernières années, c'est probablement le fait que, comme c'est une lecture qui est très générationnelle, on a aujourd'hui des lecteurs de manga qui sont trentenaires, qui sont quarantenaires, et qui ont le pouvoir d'achat de ces catégories-là, et qui ont cette capacité à acheter. Et que n'avaient pas qu'ils n'avaient pas 10 ans plus tôt, quoi. Voilà, donc pour moi, il y a cet aspect-là qui est à prendre en compte, qui est que oui, on a envie de voir. Après, je dirais c'est le signe que tu as envie de tout lire, hein. C'est aussi le signe que voilà, la valeur, elle est là. Après, oui, c'est. T'as le risque que la frustration de ne pas pouvoir tout acheter te fasse quitter le milieu, en fait. Oui, après, tu fais un tri. Je pense que je serais très curieux de. Enfin, je dis ça parce que moi, j'ai été aussi à beaucoup consommer dans des univers partagés, etc. Et en revenir. Après, est-ce que c'est une phase? Est-ce que. Je sais pas. Ça peut effectivement être limite. Après, je dirais, en France, on est quand même, on peut se considérer un petit peu, alors pas chanceux, mais par rapport aux États-Unis, où si tu veux vraiment suivre dans les floppies, lorsque tu as un gros crossover Marvel, par exemple, avec 36 numéros au total, avec 36 voilà, et où si tu veux vraiment tout avoir, tu vas vraiment tu vas être obligé d'aller vendre un rein. Nous, on a les versions reliées dans lesquelles tu vas avoir généralement une grosse partie du truc, et tu vas, voilà, c'est un petit peu plus gérable que ce qu'a peut être. Je me souviens de Secret Invasion, par exemple, le premier, où c'était juste une horreur entre la mini-série puis la manière dont ça explose dans tous les sens, et les 5 séries Avengers et les 3 séries, enfin voilà, c'est après, je sais pas là-dessus. Je pense qu'il y a voilà, c'est comme tu peux pas satisfaire tout le monde. Il y a un moment où faut mettre une limite. Il y aura de toute façon toujours des ultras qui voudront plus, qui seront pas satisfaits, qui voudront aller plus loin. Donc il y a un moment où il faut identifier ce qui semble raisonnable en termes d'offres. Quand je dis on, c'est du point de vue des éditeurs aussi, hein. Je veux dire, il y a aussi ils sont aussi pris dans une équation économique qui fait aussi qu'ils peuvent pas non plus brader les livres. Ouais. Et on le voit en ce moment. À nouveau, on reboucle sur sur la question de la situation actuelle. Justement, cette situation, on peut en parler. Donc cette crise, en fait, qu'on évoquait déjà en conclusion du podcast avec Sullivan, qui nous prédisait en plus, vous allez voir, les prix vont augmenter. Enfin, je me dis que tout le monde a été assez conscient. Mais depuis, ça s'est matérialisé. Mais elle va faire quoi d'autre, donc il y a quand même en fait des difficultés à s'approvisionner tout simplement tout ce qui est papier, carton, parce que il y a beaucoup de demandes. Il y a eu une croissance de la production aussi, donc juste sur le secteur. C'est des matériaux qui sont aussi nécessaires pour plein d'autres secteurs. On va dire juste le papier toilette pour évoquer un exemple assez concret sur ce qui s'est passé aussi au début de la pandémie, quand les gens se ruaient dans les magasins et tout ça. Donc là, on est en train de voir, alors on enregistre ce podcast, donc Panini a notamment déjà annoncé augmenter ses coûts sur l'année prochaine. Delcourt ne l'a pas fait officiellement, mais moi je me suis permis de rédiger dessus, puisque j'ai vu des documents de travail et je suis à peu près certain 100% que c'était des très bons documents de travail. Donc voilà, ça va aussi être le cas pour Delcourt Comics, mais enfin tout le groupe Del Sol, grosso modo. Il y a dans le manga, Kazé aussi, je crois, a communiqué, et d'autres éditeurs de manga. Bliss aussi va le faire. Donc ça veut dire que vraiment tout le secteur va devoir prendre en grosso modo ce plus 1 à plus 2 euros d'augmentation sur l'année à cause de cette crise, dont on ne sait même pas si elle va pouvoir se résorber, en fait. Oui, et ça touche pas que. Enfin, Sullivan parlait d'IKEA. Voilà, oui, si aussi, vous essayez aujourd'hui d'acheter des choses chez IKEA, il y a plein de choses sur lesquelles des trucs tout cons comme des poignées de porte ou des roulettes qui sont pour lesquelles tu as 3 semaines d'attente parce que simplement ça peut plus circuler. On est dans il faut bien voir que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde just in time dans lequel ça fonctionne sur un déplacement des marchandises. Vous savez que si vous prenez une ville comme Paris et qu'on bloque toutes les entrées-sorties, il n'y a plus rien dans les étagères au bout de 36 heures. C'est-à-dire que le supermarché qui est au coin de votre rue,
tous les jours, il y a des camions qui viennent pour livrer des choses. Et si les camions s'arrêtent, au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. On fonctionne sur un système de just-in-time, c'est-à-dire un flux constant. La pandémie, on le sait, elle a bloqué ces flux, donc ça rend toutes ces choses-là plus difficiles, et donc on en voit les conséquences. Et puis avec le truc qui est aussi que comme la pandémie a aussi bloqué les déplacements des gens, ça a augmenté, tout le monde le sait, les achats à distance ont été boostés par tout ça. Pour envoyer quand Amazon vous livre, le colis, il est en quoi? Il est en carton. Voilà, il y a du papier dedans, il y a tout ça, et tous ces éléments-là contribuent à faire en sorte qu'il y a une pénurie de carton, il y a une pénurie de papier. Quand il y en a, c'est difficile à faire venir, et donc, oui, les prix augmentent, puisque on est dans une économie de marché aussi, hein, c'est une chose normale. Et c'est normal que les éditeurs le répercutent. Le truc, c'est vrai que ça tombe au pire moment, puisqu'on a aussi cette explosion du manga qui date d'avant le début de la pandémie. Hein. Vraiment, si on regarde 2019, on voit déjà les prémices de tout ça. Et derrière, il y a eu la pandémie passée, on a eu des phénomènes de rattrapage, avec le pass culture qui est amplifié, mais on sent aussi qu'il y a un vrai engouement pour le manga qui est en train de se mettre en place et qui rend les choses compliquées. Alors pour les éditeurs, ils sont dans une équation qui est un peu compliquée parce que, notamment les éditeurs de manga, parce qu'ils ont clairement pas envie de tuer la poule aux œufs d'or. Ils ont une dynamique qui est incroyable, donc il faut réussir à la tenir. Mais en même temps, pour la tenir, il faut qu'il y ait des bouquins. Et s'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de bouquins. Voilà, donc ces prix-là, ils vont augmenter. On en discutait juste avant le podcast. La manière dont un éditeur fixe un prix, c'est lié. Mais Sullivan en parlait en me disant voilà, on fait un compte d'exploitation prévisionnelle dans lequel on met d'un côté ce que ça coûte. Et puis les achats droits et les coûts fixes. Tous les coûts fixes. On regarde, on dit j'espère en vendre tant. Et après, on fait une division. Alors, dans le truc de base, on dit, voilà, c'est le prix auquel on fait, mais aujourd'hui, on est sur le livre, on est quand même sur une industrie dans laquelle il y a des standards. On l'a vu sur le comics, enfin, ce sont des choses que j'avais mises en avant dans le panorama en regardant comment se répartissaient les ventes en fonction des prix. Il y a des niveaux spécifiques. Donc aujourd'hui, il y a le 15 balles, le 18, 19, et puis il y a le 23, 24, et voilà. Et à partir de là, en fonction de combien ça coûte, des estimations, des espérances de vente qu'on peut avoir, on dit on va se mettre plutôt sur ce standard-là. Et puis, ça conditionne aussi la fabrication. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées. Mais c'est comme ça qu'on fixe le prix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la partie matière première qui était finalement assez stable jusqu'à maintenant, il faut gérer ça. Moi, j'avais regardé le prix du papier. Le prix du papier, ça fluctue très peu. C'est pour ça que je disais, voilà, le prix du papier, c'est un peu une arnaque. On vous fait croire que c'est le papier qui coûte cher, alors qu'en réalité, c'est la création. Cette année, on a le papier qui nous rattrape. Et effectivement, il y a ce problème-là qui est en place. Avec en plus un élément supplémentaire, et ça permet de relier ça avec toute la crise MDS qui est aussi au même moment, qui est la difficulté des acheminements, c'est-à-dire les délais qu'il y a. Les éditeurs te disent du papier avant on commandait, on avait 15 jours, maintenant il faut attendre 3 mois. Donc forcément ça pose des problèmes, et là-dessus ce qui se passe, c'est que non seulement il y a eu beaucoup de titres qui ont été reportés ces 2 derniers mois, ça n'arrête pas. Le Lone Fan Club, il était prévu pour le mois d'avant, de mémoire. Il est sorti le 8 décembre, je crois que c'était 3 novembre au départ. Si je sais, c'est que j'ai écrit la préface du bouquin, donc c'est pour ça que je connais le truc. Et je fais un disclaimer pour pas dire je ne fais pas de la pub pour ça, c'est juste je connais le bouquin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces reports-là qui, effectivement, pour MDS, c'est une des... donc MDS, c'est la structure de distribution de Média Participation. Média Participation, c'est Dupuis, Dargaud, Le Lombard, c'est probablement le premier groupe d'édition en bande dessinée. Derrière, doit y avoir Madrigal, si je ne me trompe pas, qui est Gallimard, Flammarion, Casterman, etc. Et puis il y a Glénat qui est pas loin. Il y a puis MD, donc Média, il y a aussi Urban Comics dedans, mais ils font aussi la distribution pour d'autres éditeurs comme Ankama, comme plein d'autres structures indépendantes aussi plus petites. Il y a très peu. Alors si vous avez une passion pour la distribution, il y a un graphique, il y a un tableau dans le panorama de la bande dessinée que j'ai fait, que j'ai trouvé, qui donne les parts de marché des uns et des autres, et qui montre qu'effectivement il y a très peu de distributeurs qui sont généralement adossés à une grosse maison d'édition. Donc il y a Hachette qui
qui a un réseau de distribution. Delcourt Soleil a Del Sol. Ouais. MDS, c'est pour Média Participation. Et de mémoire, il y a Editis qui a récupéré Volumen et Editis, il me semble. Donc, on doit avoir 4 ou 5 grands réseaux. Et puis ensuite, il y a des distributeurs moins importants. Pour revenir sur MDS, ce qui se passe, c'est que déjà, ils doivent gérer ces reports, ce qui est toujours compliqué. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Il y a les reports, il y a les délais. Il y a l'accroissement de l'activité aussi, qui a priori, à partir vu qu'ils recrutent pas plus de personnes, en fait, ils peuvent pas gérer non plus, ils n'ont pas pu gérer la croissance de leur activité. Voilà, donc on sait, et tout le monde sait que la distribution aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on est en bande dessinée. La bande dessinée et le livre, et tous ce qui s'appelle les produits culturels, même si je déteste ce terme de produit, mais ces produits culturels, c'est une marchandise très particulière qui génère de toute façon énormément d'invendus. Dans le podcast, Sullivan disait c'est terrible qu'on ait des invendus, qu'on ait des livres qui partent au pilon. Malheureusement, c'est comme ça qu'est structurellement organisée cette chaîne de distribution. Ce qui se passe, c'est que pour réussir à rencontrer vos acheteurs potentiels, il faut être présent dans un très grand nombre de points de vente. Parce qu'on est sur de la distribution physique et que vous êtes sur un produit qui n'est pas substituable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de yaourt Danone et que vous avez vraiment envie d'un yaourt, vous allez prendre un yaourt, je ne sais pas quelle autre marque, mais vous allez prendre un autre yaourt. Si vous voulez absolument avoir le tome 5 de Harry Potter et que on vous propose autre chose, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et vous allez peut-être pas prendre le truc, même si sur la couverture, il y a aussi un gamin avec une baguette magique. Si c'est pas Harry Potter, vous le prendrez pas. Ouais. Voilà. Donc on est sur un produit qui est très particulier, sur lequel il n'y a pas de substitution et sur lequel il y a énormément de références. Sur la bande dessinée, les données suivies par GFK, c'est 60 000 références dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a 60 000 nouveaux albums qui arrivent. Alors, il n'y a pas de 60 000 nouveaux albums, puisqu'il y a tous les albums qui sont auparavant, mais en gros, c'est un marché sur lequel il y a aujourd'hui 60 000 références qui vendent au moins un livre dans l'année. D'accord. Voilà. Ce qui est énorme. Et donc, toute la difficulté, c'est de faire en sorte que quand un lecteur potentiel rentre dans une librairie et demande s'il y a le dernier Schmidblick, il faut que vous ayez Schmidblick. Et que si vous avez Trucmuche, ça ne marchera pas parce que c'est Schmidblick qui veut. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être présent de manière très importante et que forcément, ce type de distribution génère énormément d'invendus parce qu'il y a plein de livres qui vont se retrouver à des endroits où il n'y a pas de lecteurs. Mais qui sont pour ce livre-là. Ou pas. Peut-être pour qu'un autre livre, il y aura. Non, ou même pas à l'instant T, mais peut-être qu'un an plus tard, il y a Gérard qui vient d'arriver dans la vie, qui va rentrer, qui va dire est-ce que vous avez Schmidblick justement. Mais le problème, c'est que tu peux pas garder Schmidblick pendant un an en attendant que Gérard arrive dans ta ville pour l'acheter. Il faudra vraiment qu'on travaille sur les noms, les trucs comme ça pour les exemples. C'est Gérard et les Schmidblick. Je sais pas, ça pourrait faire une série de BD éducatifs comme ça sur le milieu. Mais non, mais le truc, c'est que voilà, le problème, c'est que justement par rapport à MDS aussi, ce qu'ils ont annoncé en réponse justement à leur incapacité manifeste à pas pouvoir gérer justement les flux en fait et les commandes, c'est-à-dire d'abord dans un premier temps c'est de dire aux libraires vous ne pouvez pas faire de commandes individuelles, ce qui est justement dramatique en cette période où justement beaucoup de personnes peuvent aller en librairie pour prendre une BD parce qu'ils savent que c'est celle-là qu'ils veulent offrir à quelqu'un ou qu'ils veulent s'offrir, et donc en fait ils se retrouvent face à des libraires qui leur disent je suis désolé, je ne peux pas la commander pour vous parce qu'il faudrait que j'en commande au moins 3 et je suis pas certain d'avoir Michel et Thomas qui vont venir après pour commander la même BD. Et maintenant en plus c'est qu'ils ont juste dit en fait non, mais même il y a des commandes qu'on va juste pas passer et qui va en fait de façon assez dramatique pénaliser énormément de boutiques physiques, de librairies, beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire forcément leurs achats et qui risquent en plus de se retourner sur Amazon simplement pour avoir les références, même si peut-être que même Amazon n'est pas certain de pouvoir livrer à temps.
Oui, en plus là-dessus, je pense que ce qui rend toute la situation un peu explosive et la raison pour laquelle on en parle, parce que c'est le genre de truc généralement qui emmerde tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est pour trouver des informations sur la distribution, il faut vraiment creuser. C'est généralement le truc, c'est la face, c'est le côté obscur. Ouais, t'as 2-3 articles de temps en temps dans Livre Hebdo si tu cherches vraiment sur des achats et des choses comme ça, mais voilà pour tout dire le tableau que j'ai trouvé sur la répartition, sur les poids des différents acteurs sur la distribution, c'était dans une décision de l'autorité de la concurrence sur le rachat de Volumen par Editis pour savoir si oui ou non ils étaient en situation de monopole. Mais c'est le seul moment où ce genre de truc sort. C'est pas un truc qui est suivi, qui est traqué. Autant on a les tops des ventes chaque année qui est publié pour la bande dessinée. Le top des distributeurs, vous le trouvez pas. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très sombre, qui est généralement caché. Voilà. Mais à dessein. Enfin, non, je pense que c'est pas à dessein. C'est juste que c'est extrêmement. C'est extrêmement. C'est de la logistique. C'est pas le. En fait, je pense que là, les médias qui s'intéressent aux livres vont s'intéresser au contenu, mais pas forcément à tout l'aspect qui est imprimerie, logistique, etc. Finalement, ça marche, mais c'est pas leur focus, tu vois. On est beaucoup plus sur, si tu regardes ce qu'il y a dans Livre Hebdo, c'est les mouvements de un machin qui est nommé directeur de collection, tel prix, telle évolution de tel genre, mais on est beaucoup plus sur l'offre éditoriale que sur la manière dont on fait la saucisse. Tout ce qui est le côté bassement, donc ça reste toujours de côté. Je pense que si ça ressort aussi, c'est parce qu'on est dans une période où les choses sont très tendues. D'une part parce que y a eu la pandémie l'année dernière. Hein, souvenez-vous elle est toujours là. Elle est toujours là, mais en fait sur les librairies l'année dernière, si tu te souviens, elles étaient fermées. Elles ont été fermées à plusieurs reprises. Désormais, elles sont commerce essentiel, donc elles restent ouvertes. Et puis de toute façon, le gouvernement a décidé de laisser tout ouvert. Donc bon. On n'avait pas de politique. On n'avait pas dit ça. On n'avait pas dit ça. Mais mais pour rester sur les librairies, ce qui s'est passé en 2020, si vous vous souvenez bien, lors du premier confinement, les librairies ont été forcées de fermer. Ensuite, il y a eu tout le monde qui a dit « Ah ouais, mais c'est pas gentil, c'est pas normal que Amazon puisse vendre toutes les choses que peuvent pas vendre, donc on va essayer de faire valoir l'équité. » Donc, de toute façon, Amazon s'est retrouvé à devoir fermer ses entrepôts également, donc ça a résolu le problème ipso facto. Lors du deuxième confinement, on a eu ce problème qui était que il y avait des livres que les librairies étaient obligées de fermer, mais plus les supermarchés. Les supermarchés avaient des rayons de livres, il a fallu fermer des rayons de livres, donc il y avait des rayons qui étaient fermés. Voilà. Mais tout ça, toutes ces tensions-là, elles sont révélatrice du fait que en ce moment c'est quand même pas la joie au niveau de tout ce qui est le cercle livre. Quand tout va bien, on se crie pas dessus. Et là, on est vraiment dans une situation, ça arrive à la fin, à un moment où la situation est très tendue et la manière dont il y a eu toutes les réactions sur les librairies, etc., c'est que oui, ça posait un problème pour beaucoup de gens qui étaient déjà dans une situation de fatigue extrême. Et à nouveau, la fatigue que cause la pandémie au niveau à tous les niveaux, que ce soit économique, ou psychologique, social, etc., aide pas non plus cet aspect-là, je pense. Voilà. Tu comprends un peu la grogne qu'il y a eu de la part des librairies qui limite, en fait, il y en a certains très remontés qui appellent en fait à boycotter tout simplement ce qui vient de chez MDS en réponse à ça. Oui, après, j'ai presque envie de dire, mais de toute façon, les livres, ils les auront pas, donc c'est facile de boycotter. Mais enfin, voilà, c'est peut-être un peu ironique. Je crois qu'ils avaient dit de boycotter lorsqu'il y aurait les reprises, de pas commander les nouveautés, tout ça. Oui, après, ça pénalise plein. La difficulté de ces trucs-là, c'est que ça pénalise plein de gens qui ont demandé rien à personne. Ça pénalise les auteurs qui se retrouvent pris. Ouais. Voilà. Ça pénalise en partie les éditeurs aussi, hein, parce que MDS, c'est principalement Dupuis d'Argot-Lombard. Urban Comics, Kana, mais il y a aussi des petits éditeurs il y a d'autres éditeurs qui sont distribués par eux. Voilà, donc c'est toujours la difficulté par rapport à ce truc-là de voir qui sont les personnes qui vont vraiment être pénalisées par ce boycott. Moi, j'ai pas de solution. Hein. Moi, je suis totalement extérieur. Pourtant, tu m'avais dit que tu allais venir avec les solutions et qu'on allait sauver le monde. Xavier, quand même, c'est pas sérieux. Non, mais je pense. Alors, je comprends l'inquiétude qu'il y a à l'égard d'Amazon. Qui a toujours été là, quelque part. Qui a toujours été là, mais j'avoue que pour avoir regardé ce qui s'est passé l'année dernière, au moment justement du premier confinement, quand Amazon continue, j'ai pas le sentiment que
Amazon, enfin, je pense qu'il y a une, il y a une sorte on ne sait pas quel est le poids d'Amazon. Ça, c'est le gros problème parce que Amazon a réussi à faire disparaître ses chiffres, donc on est pas capable d'identifier véritablement le poids d'Amazon sur les ventes de livres aujourd'hui. Et le fait de ne pas pouvoir véritablement jauger entretient une forme pas de psychose, mais de mythification un petit peu, peut-être de surestimation. C'est-à-dire qu'on présente aujourd'hui toujours Amazon comme étant le grand méchant, alors que la vraie, sur la bande dessinée par exemple, la vraie opposition, elle se fait entre les grandes surfaces culturelles, Fnac, Cultura, etc., et les librairies indépendantes. Et pas du tout. Il y a d'un côté, il y a effectivement les GSA, donc grandes surfaces alimentaires, qui jouent un peu leur rôle. Il va y avoir Amazon, mais là-dessus, il y a un point de contentieux qui est très fort. Enfin, il y a quelque chose qui est beaucoup plus prégnant que Amazon, dans le sens où la question est de savoir. Et là, j'ai pas de chiffres parce que personne n'a de chiffres sur Amazon, mais il y avait Chris Anderson, qui était l'ancien rédacteur en chef de Wired, qui avait écrit un article sur The Long Tail. Et The Long Tail, c'est la longue traîne. C'est cette théorie comme quoi, en fait, Amazon vendait chaque jour plus de livres qu'ils n'avaient jamais vendus jusqu'à maintenant que des livres qu'ils avaient beaucoup vendus. Ce que je veux dire, c'est que les livres qui vendaient à un exemplaire représentaient une part de marché majoritaire dans leur vente. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que reformule. En gros, si tu es un libraire normal, quand tu as un Astérix qui sort, ton Astérix il va représenter une grosse partie de ton chiffre d'affaires. Hein, d'accord ? Et comme tu as un fonds qui est limité, la nouveauté va peser 50, 60, 70% de ton chiffre d'affaires. Et les livres que tu vends à un seul exemplaire sur l'année vont représenter une part super négligeable. D'accord ? Sur Amazon, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le livre que tu vends à un seul exemplaire sur l'année, parce qu'il y a un mec à un moment qui dit « Ah, je veux l'avoir », bah, ça représente plus de 50% de leurs ventes. C'est-à-dire leurs ventes sont étaient portées à un moment. Hein. Je ne sais pas comment c'est à un moment, mais quand Chris Anderson l'avait analysé, les ventes étaient portées par des livres que de toute façon on ne pouvait pas trouver ailleurs dans le commerce. Et que parce qu'Amazon avait ces rayons virtuels qui étaient infinis et ce système de pouvoir aller chercher les bouquins quand les gens en voulaient, pouvait avoir un business model qui fonctionnait sur des livres qui ne se vendent pas. Mais si tu prends des C'est-à-dire que c'était quand même des bouquins, alors que même si tu allais en librairie, tu ne pouvais pas avoir la référence, tu ne pouvais pas les avoir. D'accord, ouais. Et pour lesquels, finalement, le truc qu'il y a, c'est qu'on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la distribution physique qui nécessite d'être présent dans suffisamment de points de vente. Quand tu passes sur du centralisé grâce à l'Internet comme Amazon, brusquement, tu as des volumes qui deviennent économiquement viables. C'est-à-dire que vendre un bouquin à 200 exemplaires dans le système de distribution habituel, c'est pas possible. Ou alors c'est très difficile, ou alors tu vas choisir quelques libraires seulement. Voilà. Le vendre sur Amazon, ben, finalement, c'est peut-être un modèle économique qui peut fonctionner. Ça me fait penser Parce que tu n'as pas besoin du coup que tes 200 Gérard soient présents en fait physiquement dans 200 points de physique où tu aurais pu mettre un exemplaire vu qu'ils peuvent le prendre au même endroit par Internet. Exactement. Mais tu as un petit peu le même genre de choses avec le parallèle que tu pourrais faire entre les magazines en kiosque et les MOOC. Ouais. C'est-à-dire que le magazine en kiosque et le MOOC qui est en librairie, en kiosque, c'était l'un des articles, je t'avais demandé au moment pour essayer de suivre l'évolution du comics en kiosque. Il y avait un très bon article de Yannick sur justement l'histoire du comics en kiosque qui disait, ben voilà, le kiosque c'est bien, mais ça te demande de tirer un certain niveau d'exemplaires. Parce que c'est énormément de points de vente, il faut y être présent. Et ça a un coût. Et c'est un business model particulier. Et si tu passes sur du MOOC qui est distribué en librairie, tu n'as pas cette obligation et tu peux peut-être être tout aussi, avoir une visibilité et être rentable aussi avec un tirage qui est moins important. C'est juste que tu as un type d'économie qui nécessite certains frais de structure et qui donc peuvent rendre certaines entreprises non rentables et puis d'autres qui sont plus acceptables et qui vont fonctionner. Voilà.
Ok. Je sais pas si c'est très clair en termes de... Mais justement, par rapport aux conséquences aussi de cette crise, au-delà de MDS, il y a donc cette augmentation des prix. On sait que, a priori, les éditeurs non plus font pas forcément une marge de dingue sur chacun. C'est quoi? C'est 15% qui touchent en fait sur le prix de vente d'un album, ou un peu plus, un peu moins. Enfin, il y a cette répartition, c'est-à-dire que tout ne leur revient pas. Et donc, dans la décision d'augmenter le prix donc de 1 à 2 euros par rapport au coût de fabrication, est-ce que c'était pas possible peut-être encore? Alors bien sûr, on va pas leur dire à eux de rogner leur marge, mais de revoir peut-être la répartition de façon à ce que chacun décide un tout petit peu de rogner pour justement que le consommateur puisse quand même s'y retrouver. C'était pas quelque chose qui était faisable? Alors, d'une part, tu as des contrats qui sont signés qui font que tu peux pas renier sur certains trucs puisque tu t'es engagé. Ouais. Après, moi, je suis toujours très méfiant sur les camemberts de répartition qui sont fournis par le syndicat des éditeurs. Alors, tu as celui par le SNE, mais il y a le CNL qui ont publié aussi. Il y a pas mal de choses qu'ils font. Parce qu'en fait, ces camemberts-là sont établis à la fin de l'exploitation du livre. C'est-à-dire que tu fais le bilan une fois que tout a été mis en place. Alors que dans l'histoire du truc, c'est pas du tout ça. Comme le disait Sullivan, tu vas aller voir si tu fais un comics ou si c'est de la création, hein, dans un cas ou dans l'autre. Si tu as un auteur que tu vas aider, tu fais une avance sur droit. Donc tu sors de l'argent pour qu'il fasse le bouquin. Alors techniquement, c'est pas pour qu'il fasse le bouquin, mais tu lui avances de l'argent qu'il devrait recevoir pour lui permettre de vivre pendant qu'il fait le bouquin. Si tu fais de la licence, tu fais un achat de licence, donc tu sors un minimum garanti qui dit je garantis que je vais vous vendre au moins ça. Voilà. Ensuite, tu imprimes le bouquin en faisant un tirage en fonction de ce que tu as estimé vendre. Donc là, à nouveau, tu sors à nouveau de l'argent en tant qu'éditeur. Et puis après, tu commences à vendre les bouquins. Les bouquins iront, donc tu vends les bouquins, les libraires par l'intermédiaire du distributeur, donc tu récupères de l'argent, et quand tu récupères de l'argent, ça vient chez toi et ça va équilibrer ce que tu as déjà avancé. Si tu vends bien ton livre et que tu arrives à l'équilibre, à ce moment-là, peut-être tu atteins ce camembert théorique. Si tu es en dessous, tu en es de ta poche, si tu es au-dessus, tu gagnes plus. Voilà. Tu as eu certains éléments qui sont des proportionnels, qui vont être la ristourne que tu fais auprès du libraire. C'est-à-dire que les libraires, s'il s'engage, il va avoir droit à 1% ou 2% moins cher s'il achète suffisamment de volume ou pas. Mais ça, c'est une part qui est blaguée sur le libraire. Tu as la TVA aussi dessus. Mais la part qui vient, la part d'imprimeur, par exemple, si tu imprimes 200 bouquins et que tu en vends 100, tu auras payé ton imprimeur de la même manière que si tu vends les 200. Donc si tu en vends 100, ton imprimeur il représente X%. Si tu en vends 200, le pourcentage, mécaniquement, il est divisé par 2. Ouais. Donc tu vois, cette part à imprimeur, c'est pas sur chaque bouquin, sachant que, comme le rappelait Sullivan, tout l'art de l'éditeur, c'est d'estimer au plus près son potentiel de vente. Parce que c'est là-dessus que tu vas faire ton premier tirage. Et le pire, c'est quand tu es obligé de retirer. Quand tu fais un retirage, tu as toujours le risque de faire un retirage pour quelques ventes et pas suffisamment pour que le retirage soit rentable. Ouais. Chaque retirage, c'est jouer un petit peu à la roulette russe parce que tu sais pas dans quelle mesure tu vas avoir. Alors, il y a certains bouquins sur lesquels tu as beaucoup de... Oui. Ils ont l'habitude, il y a des bouquins sur lesquels tu sens que tu as beaucoup de retours pas, mais pour des petits tirages où on te dit « Ah, il y a des gens qui m'ont demandé, tu retires 500 exemplaires et tu as juste 5 Pékins qui le veulent », t'es dans la merde. Si, par contre, tu tires 500 et qu'en fait, t'expuises les 500 et on te demande à nouveau, t'es dans la merde aussi parce que chaque retirage te coûte. Pourquoi ? Parce que, en fait, faut voir comment fonctionne une imprimerie. Une imprimerie te facture l'immobilisation des machines. Ouais. Chaque fois que tu vas imprimer un bouquin, il faut faire décalage, vérifier que l'impression est bonne. Donc, ça arrête tes machines et en fait, tu loues le temps de machine. Et ce truc-là, c'est incompressible. Donc, si tu es un Astérix, tu fais ton calage une fois et tu tires 2 millions de bouquins. Résultat, le temps de calage, il est peanuts par rapport au temps où tu vas imprimer les bouquins. Si tu fais la même chose par tranche de 1000 bouquins, tu vas avoir 1000 fois le calage. Enfin, 2000 fois le calage si tu fais 2 millions. 2000 fois le calage. Et chaque fois, tu le payes. Et c'est du temps qui est inutile. Donc c'est là ça peut faire exploser les coûts. Ça peut faire exploser les trucs. Donc c'est vrai que sur un éditeur, l'éditeur, c'est de réussir à bien jauger
de ton tirage, parce qu'en plus derrière, tu as tout un tas d'économies d'échelle. Tu as non seulement ce truc-là, mais aussi quand tu achètes ton papier, même s'il est à un prix d'or, si tu l'achètes en volume, mine de rien, il est moins cher que quand tu l'achètes en petit. Ouais. Donc il y a aussi toute la question, parfois, alors sur certains trucs, ils ont des formats qui sont standards, mais sur d'autres, il y a aussi tout l'art de réussir à tirer, à limiter au maximum les déchets de papier. C'est-à-dire comment est-ce que tu peux faire rentrer les trucs dans des pages, les formats, des trucs comme ça, parce que tous les déchets, c'est aussi la matière première que tu as payée. Donc il y a tout un tas d'économies comme ça qui sont mises en place, mais c'est vrai que plus tu fais en grand, et moins ça te coûte cher. Donc c'est vrai que sur ces pourcentages-là, ce sont des choses qui bougent. Et c'est pour ça, ces camemberts-là, ils sont extrêmement, ils sont indicatifs, mais il ne faut pas imaginer que sur chacun des bouquins, on a ça. Par exemple, pour le pourcentage que perçoit l'éditeur, il faut voir que si on a 10% pour... généralement, ce qui est donné, c'est 10% pour l'auteur. Généralement, c'est un petit peu... En réalité, c'est un peu moins. Tu as généralement 15% pour l'éditeur, ou 20%. Je crois que c'est 10, 20. Prenons 10 et 20. Tu as fait une avance où tu as signé, tu as payé ton minimum garanti qui correspond à 2000 ventes. D'accord ? Sur les 2000 premières ventes, tu vas récupérer, toi, alors tu as avancé les sous qui correspondent, mais tu vas récupérer à la fois tes 20% d'éditeurs, plus les 10% qui correspondent à ce que tu as payé en avance, soit en avance à l'auteur, soit en avance. Et c'est qu'après, donc pendant un moment, tu récupères 30% du prix. Puis après, tu as des choses qui vont bouger parce que parfois, tu as des cliquets qui sont genre, OK, si on passe tel seuil, ton pourcentage, il passe de 8% à 10%. Puis si on passe au temps de 100, tu es à 12%. Donc oui, il y a des choses qui bougent. Mais il faut voir aussi qu'à ces seuils-là, tous tes frais fixes que tu as mis en place, qui sont la maquette, la relecture, le lettrage, l'édition, l'enregistrement, le secrétariat, les pré-marketing, ils sont complètement absorbés par ça. Et effectivement, plus tu vas vendre au bout d'un moment, et plus la marge sur les ventes additionnelles est plus importante. D'accord, ouais, donc c'est un calcul qui est si complexe que le plus simple de toute façon dans ce cas-là, c'est juste de dire, nous, nos coûts de production, parce qu'il y a le papier, mais il y a aussi l'encre, il y a les couleurs, enfin, il y a tout un tas d'autres produits dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui sont aussi pour l'instant intégrés dans cette crise de disponibilité. Donc par rapport à... Après, ce qui est un peu chiant, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est que de toute façon, c'est des données en fait sur lesquelles les entreprises n'ont pas forcément communiqué, parce que ça reste aussi des données professionnelles qui n'ont pas forcément mérite ou intérêt, ou alors c'est simplement que la partie vraiment la plus attentive ou la plus passionnée sur le sujet exige de voir les choses. Mais parfois je me dis quand même que ce serait peut-être plus simple de dire peut-être c'est complètement UBS, mais de dire regardez juste en fait un exemple de fiche de fournisseur, regardez en novembre 2020 commander ce type de papier et cette encre, ça coûtait, on va dire, je sais pas, 100 €. Aujourd'hui, ça nous en coûte 300, tu vois. Juste pour dire, en fait, on déconne pas, parce que moi, j'ai vu pas mal, et c'est un peu un problème. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de podcast, c'est pour essayer d'informer, en fait, ou juste d'avoir un peu plus conscience des choses, mais de voir une partie du lectorat qui disent, tel éditeur, donc Panini pour pas nommer, de toute façon, ils ont des prix souvent très chers. Donc là, vu qu'ils ont si tu veux, un prétexte, en fait, c'est de dire que la crise des papiers sera un prétexte pour justifier d'augmenter encore une fois, comme si autour d'une table, chez Del Sol, chez Panini, chez Bliss, chez tout le monde, ils étaient tous en train de se regarder et se dire franchement, en vrai, cette pénurie de papier, elle est cool, allez, venez les gars, on va s'en mettre plein les poches, mais j'ai pas l'impression que ce soit comme ça que ça fonctionne. Non, là, ils sont vraiment, pour le coup, ils subissent comme tout le monde. Donc je pense que se faire taper dessus pour quelque chose sur lequel tu n'as pas la main, c'est pas fait de plaisir. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense qu'ils subissent à fond. Ils font ça parce que ils n'ont pas le choix aujourd'hui. De toute façon, il y a des réajustements de prix qui sont faits tous les ans. Pour ceux que ça intéresse, en janvier, en juillet, est publié sur le site du SNE, si ça vous intéresse. Il y a la grille des prix qui est actualisée tous les 6 mois, sur lesquels une partie des éditeurs expliquent quels sont les codes cabalistiques qui se trouvent à l'arrière des bouquins. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est publié, c'est entièrement public. Et donc, il y a des réajustements qui sont faits. Là, effectivement, on a un réajustement qui est qui est subi parce qu'on est dans des circonstances exceptionnelles.
Après, moi, la question du prix, alors c'est encore, on revient sur cette question de qualité perçue. C'est, je suis toujours assez surpris par rapport au manga, aux comics, d'avoir des. En fait, il y a une tension qu'il y a entre des fans qui veulent avoir beaucoup pour pas cher et peu importe la qualité. Et puis, d'autre côté, des gens qui vont être, eux, beaucoup plus dans un aspect, alors pas complètement bibliophile, mais de trouver une valeur dans dans une édition qui va être bien faite, hein, qui va être de qualité, et qui, par conséquent, va également avoir un certain coût. Oui, moi aussi, j'ai eu des bouquins dans lesquels le papier était tellement fin que tu peux lire les 2 pages en même temps. Est-ce que c'est agréable? Pas particulièrement. Quand vraiment tu es mort de faim, peut-être, mais j'avoue qu'aujourd'hui, avoir un bouquin qui en plus s'inscrit dans la durée, que je peux ressortir 10 ans plus tard sans que brusquement je me retrouve avec toutes les pages par terre parce que la colle a explosé ou parce que ce sont aussi des choses que j'apprécie. Donc il y a aussi ces éléments à prendre en compte et je trouve qu'il y a ces tensions de fans qui veulent beaucoup avec une qualité assez basse. Alors oui, effectivement, dans un monde idéal, on aurait à la fois la qualité et le bas prix, mais voilà, je pense qu'il peut y avoir un juste milieu entre les deux. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir cette valeur perçue aussi, et particulièrement par rapport à ce que tu dis sur l'intérêt, ce qui est peut-être, enfin, si tu y réfléchis un petit peu, je vais exposer, mais qui presque me terrifierait un petit peu sur l'intérêt que l'on porte vraiment, en tout cas, par rapport aux comics de super-héros à l'univers partagé. C'est-à-dire qu'on estime au final que ces comics-là, en fait, alors parce que beaucoup aussi sont très nostalgiques des époques Strange et du kiosque qui ont suivi, où en fait effectivement tu avais 4-5 numéros de série pour 4 balles, et donc c'était très accessible, il y avait ce côté très 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 accessible, et beaucoup de gens disent encore aujourd'hui, mais en fait on s'en fiche des albums cartonnés, clairement nous on veut suivre surtout les aventures et cet univers, donc en fait repasser aux soupes, quitte à avoir aussi du papier de mauvaise qualité parce que en fait on veut lire le contenu, mais quelque part ça veut aussi dire que on accorde un peu, enfin on estime que ouais en fait le comic ça peut être sur du papier jetable, enfin qu'on pourrait limite repasser aux pulps des années 40 au final si c'était de nouveau pour les payer 50 centimes, parce qu'en vrai on s'en branle, ce qui me paraît aussi un petit peu triste par rapport aussi au travail qui est fourni derrière, parce que y a quand même des histoires qui méritent peut-être d'avoir une certaine même reconnaissance d'un point de vue qualité de fabrication. Mais je serais très curieux de voir l'attitude de ces gens face à une véritable offre à 4 € sur un papier dégueulasse avec une traduction faite à la truelle. Alors la traduction non quand même pas, mais si. Alors moi là-dessus pendant très longtemps moi, la traduction est quand même vachement plus scruté aujourd'hui. Scruté aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie d'un truc ensemble. Moi, je me souviens avoir revendu mon édition Zenda des Watchmen parce que j'avais acheté la version anglaise et j'étais absolument sidéré par le prix auquel j'avais revendu à l'époque. C'était 180 balles pour les 6 bouquins. Et je parle d'il y a 10 ou 15 ans. C'était à l'époque où la traduction de Jean-Patrick Manchette n'avait pas été rééditée. C'était la seule édition dans laquelle elle était. La seule édition alternative qui existait, c'était celle de Semic, qui avait été faite, mais à la truelle. Et c'était assez fascinant de prendre 2 pages, de comparer 2 pages, la page traduite par Manchette et puis la page qui était chez Semic, et de se rendre compte qu'il y avait des tas de trucs. Voilà, le WhatsApp Doc qui avait été... Le traducteur était passé complètement à côté par rapport au Coiffe Neuf Docteur qui avait été superbement mis en place, etc. Tu vois, ce genre de truc-là. Mais même, il y avait des bulles où dans la version Semic, tu avais 3 mots, dans l'autre, tu avais un pavé comme ça, et tu te disais, mais il y a un problème. D'accord. Donc, moi, je serais très curieux de voir justement ces tenants avoir une vraie édition à 4 balles, pour 4 balles aujourd'hui, par rapport à, tu vois, avec un papier qui n'est pas un papier brillant, qui est avec à nouveau le papier transparent, avec des couleurs qui bavent, avec des calages qui ne sont pas forcément bien faits, etc. Et voir comment ils réagiront par rapport à ce truc-là. Parce que je pense que notamment sur la lecture du kiosque, il y a une sorte moi aussi, hein, j'ai acheté, je dis, voilà, l'un de mes plus grands souvenirs, c'est le New Mutants de Claremont et Sienkiewicz que j'avais acheté quand il était sorti en France. Et voilà, ouais, c'est un truc que j'ai lu et j'ai relu. Mais je suis pas sûr que le bouquin tienne encore la route aujourd'hui. Je sais pas où il est. Et voilà, ce sont pas des livres qui sont faits pour durer. Sont pas, alors oui, si on est extrêmement maniaque, j'ai des floppies américains qui tiennent la route, mais ils sont rangés. Ils sont pas manipulés. Ils sont pas manipulés. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. D'accord, ouais.
Mais parce qu'il y avait aussi cette question, notamment parce que c'est quand même chez Panini qu'on retrouve surtout encore en fait un format de lecture mensuel, d'avoir quand même passé du coup là sur l'espace de 2 ans en fait vraiment la quasi-totalité, et ce sera la totalité en 2022, des publications qui étaient encore dans des softcovers relativement accessibles, à une sorte de format unique maintenant de publication, donc qui sont aussi en soupe, mais avec un soin, on va dire, un peu plus important, même si les couvertures tiennent pas forcément la durée après quand tu les mets en librairie, d'avoir, au début ils réservaient ça donc aux X-Men de Hickman, parce que c'est vraiment une entreprise éditoriale qui se définit par elle-même, puis ils l'ont appliqué aux events, et maintenant en fait à partir donc de janvier c'est un Marvel Comics unique qui réunira donc c'est Spider-Man, Iron Man, Thor et enfin, je l'ai peur que c'est moi qui fais l'édito dessus, mais je l'ai. Je suis débile. Et tu vois d'avoir donc ce changement en fait de format, et Avengers, voilà, donc ce changement en fait de format complet en fait sur la lecture mensuelle qui était pourtant à la base celle par laquelle on pouvait un petit peu rentrer aussi, hein. Là je suis d'accord avec toi, mais c'est un choix éditorial comme tu l'as bien dit. Et ça me fait penser en fait à la donne qu'a mise en place Netflix à un moment, avec l'ensemble des épisodes d'une série qui sont disponibles d'un coup, que tu peux binger, et ce qui est en train de se remettre en place, une bonne année, c'est-à-dire de recréer, que ce soit sur Disney+, ou même quand il y a eu Invincible par exemple sur Prime, dans lesquels tu vas avoir les 2 ou 3 premiers épisodes, et ensuite c'est une fois par semaine, et dans lesquels tu retrouves cette séquentialité, cette attente, pour laquelle moi je trouve qu'il y a du bon aussi dedans. Quand tu binge, c'est finalement tu savoures pas autant que lorsque tu regardes un épisode chaque semaine et que tu peux en discuter, qu'il a un temps pour vivre avec toi. Après, il y a des gens qui décident de toute façon d'attendre que toute la diffusion soit faite et de binger ensuite, mais chacun son truc. Mais d'avoir cette possibilité je trouve ça intéressant. Effectivement, on a aujourd'hui un marché du comics qui a déserté le kiosque, mais aussi une forme de périodicité qui aujourd'hui s'inscrit dans le format TPB. Il y a peut-être quelque chose à inventer. Après, je pense que de toute façon, sur la bande dessinée en général, il y a quelque chose peut-être à réinventer, parce que cette perte-là, elle n'est pas que sur le comics, hein. L'aspect périodique est en train de disparaître. Il reste peu de magazines de prépublication. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est à réinventer, à retrouver ce type de rendez-vous, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très 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 fort là-dedans, à la fois en termes au niveau en tant que lecteur, en termes de consommation, d'attendre, de suivre, mais même au niveau de la création. C'est-à-dire que la création, la capacité qu'ont les Américains à créer ce genre de saga, elle est vraiment unique. On a vraiment du mal à faire des choses. On fait des choses très bien en France qui sont très différentes, mais voilà, le genre de trucs au long cours qu'il peut y avoir chez les Américains, je vois peu d'auteurs français qui soient capables de faire le même genre de choses. Ouais, et encore parce que je trouve que justement dans l'indé récemment, on a vu de moins en moins de séries à long cours se faire, c'est-à-dire que ça fonctionne beaucoup par mini-série, ou même maintenant ce qui est fait, c'est que c'est des arcs tout simplement. C'est-à-dire que tu vas avoir une première mini-série, et si ça marche, on va faire la deuxième, on va faire la suite, bien qu'elle ait été pensée auparavant. T'as quelques cas rares un petit peu, tu vois, de séries qui au d'abord sont annoncées pour 18 numéros et qui vont jouer les prolongations. C'est notamment le Once in Future de Kieron Gillen et Dan Mora, qui a été annoncé d'abord comme 3 tomes. En fait, là, ça va faire au moins 5 albums au final. Et à l'inverse, enfin, justement, en parallèle, même en France, j'ai l'impression de ce que je conçois, de ce que je vois, c'est que le format, on va dire, roman graphique ou récit complet prend de plus en plus la part sur les séries à long cours, ou parce que justement, tu vas pas retrouver par exemple, des nouveaux Torgal. Il y a plus de séries qui sont prêtes à se lancer sur plus d'une 30aine d'albums avec cette périodicité d'un an, et que même sur des séries qui durent un peu plus longtemps, c'est aussi cette façon de dire c'est un cycle, c'est que deux albums, tu vois, c'est que 2 tomes, c'est que 3, ça fait un petit truc sympathique. Comme ça, si jamais t'as pas envie de t'investir, tu peux t'investir sur la mini partie d'une histoire qui pourtant par essence se voudrait bien plus complète et bien plus ambitieuse. Donc il y a vraiment ce phénomène qui touche un peu tous les secteurs, peut-être moins le manga pour le coup, puisque là on est clairement sur des phénomènes de séries qui dépassent maintenant les 100 tomes, donc c'est assez ouf. Oui, après, il faudrait voir sur les nouveautés. Parce que sur les nouveautés, je sais pas s'il y a des choses qui arrivent à aller aussi loin que maintenant. Est-ce que, après, je sais pas, My Hero Academia par exemple, est très loin. Jujutsu Kaisen aussi, ça commence à dépasser les 12, ça va aller plus loin que les 15 tomes. Mais est-ce que c'est des épiphénomènes par rapport à une production qui majoritairement maintenant se concentre sur des 3 albums ou des one-shots? Non, au Japon, ça reste très long. T'as l'Attaque des Titans qui se terminait au 38e volume, donc on est quand même sur des choses qui sont... Pas 34
34, je crois, ouais, plutôt 34, le tome mais 34. bon, on va dépasser les 30, tu vois. Donc on continue d'avoir des choses qui sont assez longues. Je pense Assassin's Classroom, c'est 21 de mémoire. Tu vois, My Hero Academia, ça va passer le 30. 30, ouais, ça dépassait le 30 là. Et t'as les spin-offs et tout ça. Voilà, donc on a quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Pour revenir sur l'organisation aux US, avec comme tu dis, la mise en place des arcs, c'est aussi parce que là, c'est la réponse à une situation de marché qui est que le marché du floppy a baissé, et qu'à l'inverse, on a eu une vraie montée de la part des bookstores, hein, donc des librairies, et que par conséquent, on s'adapte pour être capable de faire chaque arc un TPB, et donc qui peut exister dans les bookstores. En France, on a aussi, effectivement, on s'est adapté. Alors, le truc qu'il y a, c'est que, contrairement au Japon, où il reste des supports de prépublication qui restent assez forts, nous, on en a moins. Il faut savoir qu'avant l'album annuel ou bisannuel, hein, parce qu'il faut bien voir que quand on était les Blueberry, par exemple, paraissaient au rythme de 2 par an, parce qu'il se trouve que t'avais, ou les Gaston, c'était 3, ou les Spirou, c'était 2 planches par semaine. 2 planches par semaine, tu fais ça sur 25 semaines, t'as 50 planches. 50 planches, c'est un album. Donc t'avais 2 albums par an, comme ça, qui se faisaient. Pareil pour les Astérix. Hein. C'est qu'au bout d'un moment. C'était prépublié, Astérix ? Astérix l'a été, ouais. Ouais, ok. Et dans Pilote. Ah oui, Pilote, ouais. Et petit à petit, ça s'est étalé, mais voilà, donc on a eu quelque chose qui a changé. Après, ça touche l'ensemble de la sphère entertainment, en fait. Moi, ça me fascine toujours quand tu regardes la production des Beatles, le nombre d'albums qu'ils ont fait et le nombre d'années qu'ils ont fait. Si tu regardes aujourd'hui n'importe quel groupe, t'as pas un groupe qui va te sortir 4 albums dans une année. Oh, il y a Jul quand même. T'as quelques. Franchement, il y a un mec, je sais pas si c'était rap français, mais il y a un mec qui s'appelle Jul en termes de production. Non. Le mec fait quand même, je crois, il fait 3 albums faciles par an, quoi. Avec 20 titres chaque fois dessus, mais enfin. Non, je veux dire, tu en parles. C'est rare, ça reste rare. C'est rare. Aujourd'hui, le truc, c'est, si tu prends un grand groupe aujourd'hui, il fait un album, il tourne 3 ans, puis il fait un album, puis il tourne 3 ans, puis il fait un album, et on n'est plus du tout dans le truc où. Il faut rentabiliser là, aussi ce que tu as composé quelque part. Moi, si tu regardes dans la pop anglaise, les Smiths, c'était à 4 albums en 3 ans, entre 84 et 86, tu as 4 albums qui sortent, plus tout un tas de singles, et après le groupe explose. Et ce genre de truc, tu l'as de moins aujourd'hui. Bon, sur la bande dessinée, c'est autre chose, mais tu vois, si je pense à des séries, par exemple le dernier Atlas, qui est une sorte de truc concept qui est sorti en 3 volumes qui font 200 planches à chaque fois, c'est aussi parce que c'est un nouveau format qui était impensable auparavant. Je pense que les auteurs se sont amusés là-dedans parce que c'est aussi un espace de liberté. Tu racontes pas du tout la même chose quand tu as 200 planches devant toi avec juste, tu vois, 3 actes que tu peux gérer, par rapport à raconter la même chose en ayant besoin d'avoir une forme de closure. Toutes les 48 pages. Toutes les 48 pages. Voilà, donc moi, faut voir aussi là-dedans toutes les choses que ça ouvre. C'est vrai qu'on perd un petit peu, et le côté du rendez-vous, le côté de quelque chose qui se construit au long cours, il y a aussi des avantages. Je pense qu'il y a des choses à inventer aujourd'hui. C'est peut-être pas le meilleur moment parce qu'en ce moment c'est compliqué, hein, voilà. Et donc je pense que la difficulté quand c'est compliqué, c'est qu'on revient vers les formules qui marchent. Donc tu me disais tout à l'heure, est-ce que ça va s'arrêter les formules à petit prix? Mais non, ça marche. Ouais. Donc on va pas s'arrêter, on va arrêter des trucs qui marchent moins bien. Voilà, mais tous les trucs qui marchent, on va rester dessus, et c'est là-dessus que va se faire aussi l'arbitrage, parce qu'au moment comme on a, que ce soit la crise du papier, la crise de la distribution, s'ils sont des choses qui vont durer, on va continuer à se focaliser sur des trucs qui marchent pour continuer à maintenir, et puis il va y avoir toutes les choses un petit peu plus expérimentales qui risquent de passer à la trappe. C'est-à-dire que du coup, c'est que le constat pour 2022 n'est pas forcément très enthousiasmant alors sur ce secteur-là. Je pense qu'on va avoir, là on a pas mal de reports, donc faut bien voir qu'un éditeur, quand il reporte, il y a un moment où il y a des choses qui sont reportées, tu vois, c'est un jeu de domino, et puis ça reporte, et puis il y a un moment où il y a des projets qui devaient se faire qui se feront pas. Parce que non, mais on peut plus, parce qu'on a déjà tout. Je suis désolé, mais on a 2 ans de planning éditorial qui est fait. Désolé, donc il y a des trucs qui vont tomber parce que tu pousses, et puis il y a forcément des choses qui tombent au bout de la table. Donc oui, il y a ça. Il faut se dire aussi que là, il y a le tome 100 de One Piece qui vient de sortir. Je suis pas sûr qu'ils aient eu des problèmes pour ça, pour les imprimer. Ils avaient le papier pour imprimer celui-là, parce qu'ils savaient que ça allait sortir.
Par contre, si tu as un titre qui est un lancement de série, qui n'a pas forcément de buzz ou de trucs un petit peu qui marchotent, celui-là, on va le reporter. Et peut-être qu'on va diminuer le tirage parce qu'on n'a pas de papier, et tu vois, ou bien on reportera, on va imprimer un petit peu parce qu'on a dit qu'il faut le sortir, et puis on fera un retirage quand on aura du papier. Donc c'est plus là-dessus, sur les arbitrages qu'il va y avoir. Ce ne sont pas forcément des choses qui vont être visibles pour nous en tant que lecteurs, parce que ça se passe derrière, mais oui, il va y avoir des conséquences derrière. Moi, je suis toujours très inquiet sur, ça ne change pas, sur toute la vie autour de la bande dessinée. Bon, il y a bien sûr l'inquiétude sur le prochain festival d'Angoulême qui arrive dans un mois, avec les variants et toute la situation qui n'a pas l'air de s'améliorer énormément. Donc là, oui, c'est une grosse inquiétude. Et puis le festival, voilà. Mais si tu penses à tous les autres salons, tous les autres... oui, ça fait partie de choses aussi dont tu te demandes comment ça va reprendre après. Tu as des éditeurs qui vivent beaucoup sur les salons, qui tablent aussi, tu vois, si tu as un investissement, si tu as une grosse sortie, à tabler sur le festival Angoulême, tu te dis, je vais faire venir un auteur, ça marche bien, et puis finalement, tu n'as pas cette fenêtre, tu n'as pas cette exposition. Voilà, tu vois, l'année dernière, je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu le festival d'Angoulême fait que la couverture médiatique qu'il y a autour du festival d'Angoulême, elle a été extrêmement réduite. Il y a eu les prix, ça a été très rapide. Et on sait combien c'est difficile d'avoir de la couverture sur la bande dessinée dans la presse mainstream. Quand il y a Angoulême, même si on peut toujours râler qu'une grosse partie, c'est les chasseurs de dédicaces et le cosplay et encore des trucs de « Ah là là, c'est vraiment trop pointu, pourquoi ils ne parlent pas d'Astérix ?» Mais quand même, au moins, on parle de bande dessinée, au moins, il y a des choses qui viennent, au moins, il y a des éditeurs qui ont la possibilité de mettre en avant certains titres, il y a certaines choses qui se passent. Ça reste une grande vitrine, et si la vitrine n'est pas là, finalement, ça a des conséquences aussi derrière. Alors jusqu'à maintenant, étonnamment, on a eu une année 2020 qui a été une année normale. 2021 a l'air d'être énorme aussi. Les premiers chiffres dont j'ai eu les échos, ça va être une année énorme, avec un manga qui déchire tout. Mais voilà, il y a quand même une part de tout ça qui va manquer, et je pense que ça va faire du mal. Mais encore une fois, ce sont des choses qu'on ne verra pas. Parce que voilà, un titre qui sort pas, tu le vois pas. Ouais, tu le sais pas forcément. Sauf si les auteurs s'expriment, voilà. Sauf si les auteurs s'expriment, sauf si tu as un éditeur qui met la clé sous la porte parce qu'il n'a pas pu, parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'eux. Mais ce sont des choses qui sont des signaux qui sont très faibles et que tu vois pas, qui arrivent parfois après coup, tu t'en rends pas forcément compte. Mais ouais, je suis inquiet. Après, quelqu'un disait, voilà, pour une pandémie, il faut 5 ans pour que l'économie s'en remette. Donc là, on est à 2, il en reste 3. 3 tirés. Et je pense que voilà, ça touche pas que le livre, il y a plein d'autres choses. Oui, c'est sûr. Voilà, après, nous, sur First Print, on s'intéresse à ça, quoi. Oui, on est sur le livre. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il y a un moment où comment dire, le côté macroéconomique vient à nouveau impacter ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre s'en sort bien parce que je pense que t'as toute la partie des CSP+, qui partaient en vacances, etc., qui le font pas et qui se retrouvent à rester chez eux et qui vont investir dans les choses qui sont chez eux, donc Netflix, etc., parce qu'ils ont les moyens et du livre. Mais si jamais l'économie commence à se casser la gueule parce que on va avoir l'arrêt des aides Covid au moment où la pandémie sera plus là, et il va y avoir des boîtes qui vont se casser la gueule parce qu'elles étaient sous perfusion. Oui, c'est vrai qu'elles sont toujours sous perfusion. On va se retrouver avec un chômage qui va augmenter, avec des gens qui finalement avaient les moyens qui n'ont plus, et ça, tu vas voir, c'est une boucle qui va finir par impacter le livre également. Ouais. Donc voilà, ça c'est pas super encourageant. De toute façon, ça fait quand même 2 ans qu'on en bave un peu, donc voilà, on va croiser les doigts pour que les choses s'améliorent, et j'espère vraiment que au moins on pourra aller à Angoulême. Ça voudra dire que tout est bien pour plein de bonnes raisons. Très bien. Écoute, on sera ravis de t'y retrouver là-bas, en tout cas, parce qu'effectivement, s'il y a Angoulême, j'y serai aussi à titre personnel et professionnel également. Merci en tout cas de nous aider à croiser les doigts pour cette fin d'année. Je te réinviterai si t'as plus tard pour rediscuter de certains points. En fonction de comment ça évolue, je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes à discuter ensemble. On espère que ce nouveau rendez-vous vous a plu également. N'hésitez pas
à réagir dans les commentaires de notre site et sur les réseaux sociaux. Et puis on vous rappelle 2 petits points toujours bons à rappeler. D'une part, si vous appréciez notre travail, faites-le savoir, partagez les podcasts, parlez-en autour de vous, parlez-en sur Internet. Et puis nous avons une page Tipeee aussi qui est toujours ouverte et sur laquelle vous pouvez apporter une contribution financière pour aider à la pérennisation de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci Xavier d'avoir été avec nous et à bientôt pour le prochain podcast. Salut!